Je m'appelle Megan Anderson. J'avais 32 ans et, pendant 3 ans, j'avais restauré des théâtres historiques le jour et accepté des contrats d'inspection le week-end. La nuit, pour économiser en vue d'un voyage en Islande. La veille de mon vol, ma mère a appelé et a dit « Tu dois garder les enfants de ta sœur ». Elle n'a pas demandé. Elle m'a dit que ma sœur avait une urgence et s'attendait à ce que j'annule mes réservations. Prépayées. Quand j'ai refusé, mon père a pris le téléphone. La famille passe avant tout, a-t-il dit. Annule le voyage. J'ai regardé la valise près de ma porte et je me suis souvenu de chaque anniversaire. Chaque week-end et chaque opportunité que j'avais sacrifiée parce que quelqu'un d'autre n'avait pas planifié. Non, ai-je répondu. Pas cette fois. 1 heure plus tard, ma sœur m'a envoyé un message disant que j'étais égoïste, puis a ajouté. Tu changeras d'avis quand tu les verras. J'ai supposé que c'était une autre menace destinée à activer ma culpabilité. À l'aéroport le lendemain matin, mes parents ont appelé à plusieurs reprises. Mais j'ai mis mon téléphone en sourdine et je suis monté à bord aux côtés de ma meilleure amie. Pour la première fois, j'ai choisi une promesse que je m'étais faite à moi-même. 7 heures plus tard, notre vol a atterri à Reykjavik. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone, j'avais 38 appels manqués de mes parents, de ma sœur, d'un numéro inconnu et du poste de police de chez moi. Le dernier message de ma sœur contenait 4 mots, « Ils sont chez toi ». Ce qu'elle avait fait a transformé une dispute familiale en une enquête de la protection de l'enfance, a mis au jour des milliers de dollars de mensonges et a forcé mes parents à décider quelle fille ils étaient enfin prêts à tenir pour responsable. Avant de vous raconter la suite, dites-moi où vous vous trouvez et quel temps il fait chez vous. Je veux savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Je me tenais à l'intérieur de l'aéroport de Keflavik, fixant mon téléphone pendant que les voyageurs se déplaçaient autour de moi. Mon ami Tessa Monroe a vu mon visage et a pris ma valise. J'ai ouvert l'application des caméras de sécurité connectées à ma maison à Providence. Le premier enregistrement avait été capturé à 8h14 ce matin-là. Moins d'1 heure après mon départ pour l'aéroport. Un SUV sombre s'est arrêté devant chez moi. Ma sœur aînée, Brooke Anderson, en est sortie avec son fils de 8 ans, Caleb, sa fille de 5 ans. Sophie, 2 sacs à dos, un sac de course et une fine couverture. Brooke les a conduits jusqu'à mon perron. A frappé plusieurs fois et a regardé directement la caméra. Votre tante est à l'intérieur, leur a-t-elle dit. Elle est probablement sous la douche. Attendez ici. Caleb a pointé du doigt mon allée vide, mais Brooke retournait déjà au SUV. Avant de partir, elle a placé une enveloppe sous mon paillasson. L'enregistrement suivant montrait Caleb frappant à nouveau tandis que Sophie était assise sur son sac à dos. Il faisait 6 degrés et il portait des vestes légères. 20 minutes plus tard, Sophie a commencé à pleurer. Caleb a enroulé la couverture autour d'elle et a essayé d'appeler quelqu'un depuis une petite tablette, mais la batterie était vide. Mon voisin a fini par les remarquer, a vérifié mes fenêtres et a appelé la police. Voir Caleb protéger sa petite sœur a été comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. Brooke ne m'avait pas simplement demandé de garder les enfants. Elle avait essayé de rendre mon refus impossible en abandonnant ses enfants devant ma maison. Verrouillé après que j'avais déjà quitté le pays. J'ai appelé l'officier qui avait laissé le message vocal. Il a confirmé que les enfants étaient en sécurité. Mes voisins étaient restés avec eux jusqu'à l'arrivée de la police. Et les services de protection de l'enfance se sont impliqués après qu'aucun tuteur légal n'a pu être joint dans un premier temps. Mes parents ont fini par apparaître au poste, furieux, non pas contre Brooke, mais contre moi. Ma mère a soutenu qu'il y avait eu un malentendu. Mon père a dit que j'avais créé la crise en partant après avoir été averti que les enfants avaient besoin de moi. Puis l'officier a demandé où était Brooke. Mes parents ont prétendu qu'elle assistait à une conférence obligatoire à Boston. Mais Brooke n'en avait jamais parlé avant la veille de mon vol. Je l'ai appelée, mais elle m'a redirigé directement vers sa boîte vocale. J'ai envoyé un SMS, « Où es-tu » La police a trouvé Caleb et Sophie devant chez moi. Elle a répondu.
Je t'ai dit que j'avais besoin d'aide. Tu as choisi des vacances. Ne joue pas les surprises qu'il y ait des conséquences. Tessa, qui travaillait comme enquêtrice pour une compagnie d'assurance, m'a dit de tout sauvegarder. En attendant notre voiture de location, nous avons téléchargé les images de sécurité, capturé chaque message et créé une chronologie. J'ai transmis les fichiers à l'officier et à la travailleuse sociale chargée du dossier. Ma mère a appelé quelques instants plus tard. « Tu dois rentrer à la maison », a-t-elle dit. Ta sœur subit une pression énorme. Elle a laissé 2 enfants devant une maison vide. Elle pensait que tu étais encore là. Elle m'a vu partir avec ma valise. Ma mère a changé de tactique. Caleb et Sophie sont traumatisés. Veux-tu qu'ils soient placés chez des inconnus pendant que tu te promènes en Islande? Cette phrase était conçue avec précision. Pendant des années, mes parents avaient transformé les échecs de Brooke en tests pour mesurer ma valeur morale. Chaque fois que je refusais de la sauver, la conversation devenait un jugement sur ma capacité d'aimer. Cette fois cependant, les enfants étaient en sécurité avec mes parents et des professionnels étaient impliqués. Rentrer n'effacerait pas l'abandon. Cela apprendrait seulement à Brooke que créer une urgence plus grande lui garantissait un sauvetage plus important. Je ne rentre pas plus tôt, ai-je dit. Je vais coopérer avec l'enquête. Mais je ne prendrai pas la responsabilité de la décision de Brooke. Mon père a crié que je détruisais la famille. J'ai raccroché. Le lendemain matin, la travailleuse sociale m'a contacté avec une information qui a tout changé. Elle avait parlé à l'employeur de Brooke. Il n'y avait pas de conférence à Boston. Brooke avait été licenciée 11 jours plus tôt et personne ne savait où elle était partie. La travailleuse sociale, Angela Ruiz, m'a demandé si Brooke avait un historique de disparition, laissant les enfants sans préavis ou utilisant à mauvais escient de l'argent qui leur était destiné. Je voulais protéger ma sœur. Puis je me suis souvenu de Caleb enroulant une couverture autour de Sophie et j'ai répondu. Honnêtement, Brooke avait toujours créé des urgences qui semblaient accidentelles. Adolescente, elle empruntait ma voiture et la rendait sur la réserve. Puis pleurait parce que son copain l'avait quittée. À l'université, elle a utilisé ma carte de crédit d'urgence pour un week-end et a prétendu que les frais étaient frauduleux. Après la naissance de Caleb, elle me demandait régulièrement de garder le bébé pendant 1 heure et ne revenait que le lendemain matin. Chaque incident était traité comme une erreur isolée, jamais comme un comportement récurrent. 3 mois avant mon voyage en Islande, Brooke avait annoncé que le club de loisirs où elle travaillait l'avait promue responsable senior des événements. Elle avait publié des photos d'enchères caritatives et de dîners coûteux, se présentant comme une mère célibataire épuisée avec une carrière prestigieuse. Elle avait également prétendu que son ex-mari, Marcus Hay, avait cessé de payer la pension alimentaire lorsqu'elle a dit que le programme périscolaire des enfants menaçait de les renvoyer. Je lui ai transféré $1 200. Elle a promis de me rembourser en 1 mois. Angela a demandé des preuves et je lui ai envoyé le relevé bancaire ainsi que le message de Brooke. Tu as sauvé les enfants, ils n'ont pas perdu la seule routine stable qu'ils aient. La formulation semblait désormais calculée. Tessa et moi avons réexaminé la vidéo du perron. Le conducteur du SUV n'est jamais sorti, mais sa main était visible sur le volant, portant une grosse montre en argent. Je l'ai reconnue d'après des photos que Brooke avait supprimées. Elle appartenait à Gavin Mersey, un membre marié du club qui possédait plusieurs concessions automobiles dans le Massachusetts. Brooke l'avait présenté lors d'un événement caritatif comme un donateur qui soutenait les mères célibataires qui travaillent. Après cela, elle le mentionnait constamment tout en insistant sur le fait qu'il n'était qu'un contact professionnel. La vérité s'est révélée rapidement. Brooke avait été renvoyée après la disparition d'argent d'une collecte de fonds pour des vêtements d'hiver. Elle a prétendu qu'une facture de fournisseur avait été doublée.
Mais un audit interne a montré que plusieurs paiements avaient été redirigés vers un compte numérique enregistré avec son adresse e-mail personnelle. Plus de 9 000 $ avaient disparu. Sa soi-disant conférence à Boston était en réalité un séjour de 4 nuits dans un complexe hôtelier aux Bahamas avec Gavin. Elle avait prévu de me laisser les enfants sans mon consentement parce qu'engager une garde d'enfants pour la nuit coûte de l'argent qu'elle n'avait plus. Mon voyage a perturbé son plan, alors elle a transformé mon refus en une faute morale. Quand j'ai confronté ma mère, elle a dit que je ne connaissais pas toute l'histoire. Son employeur a confirmé qu'elle avait été renvoyée. Ai-je répondu? Les gens perdent leur emploi, a dit ma mère. Cela ne fait pas d'eux des monstres. Elle a abandonné ses enfants. Elle a paniqué parce que tu as refusé de l'aider. Voilà. À nouveau, les actes de Brooke étaient excusés comme étant dus à la pression, tandis que les miens étaient jugés comme des choix conscients. J'ai demandé si elle avait regardé Caleb essayer de garder Sophie au chaud. Ma mère s'est mise à pleurer et m'a accusé d'utiliser les enfants pour punir la famille. C'est Brooke qui les a utilisés, ai-je dit. Et j'ai tout documenté. Mon père a rejoint l'appel et m'a ordonné de cesser de parler à la travailleuse sociale. Il a dit, les familles respectables règlent leurs problèmes en privé. Ces mots ont débloqué un souvenir que j'avais minimisé pendant des années. Quand j'avais 26 ans. Brooke a ouvert un compte de service public en utilisant mon adresse après que son électricité a été coupée. Je l'ai découvert grâce à une relance de recouvrement. Mon père a payé le solde à condition que je n'en parle plus jamais. Car un dossier public pourrait nuire à l'avenir de Brooke. Personne ne s'est soucié de ce que ce faux compte faisait à mon crédit. Combien de fois avez-vous payé pour faire disparaître ces problèmes? Ai-je demandé. Cela ne te regarde pas, a-t-il répondu avant de raccrocher. Ce soir-là, j'ai cherché dans mes anciens messages et j'ai trouvé des transferts totalisant près de 6 000 $ sur 4 ans. Certains étaient libellés loyers, soins dentaires ou frais scolaires. J'ai également trouvé une collecte de fonds que Brooke avait créée après avoir prétendu que Caleb avait besoin d'une thérapie spécialisée non couverte par l'assurance. La page avait récolté plus de 4 000 $. J'ai appelé Marcus, que Brooke avait toujours décrit comme peu fiable. Il semblait horrifié. Caleb recevait une thérapie par le biais de son école, sans aucun frais. Brooke avait dit à Marcus que la collecte de fonds était destinée à du matériel scolaire. Aucune des deux explications n'était vraie. Marcus a également confirmé qu'il avait payé la pension alimentaire de manière constante par le biais du système d'État. Pire encore, Brooke lui avait demandé de renoncer à 2 week-ends avec les enfants en raison de sa soi-disant conférence. Lorsqu'il a proposé de les garder, elle a refusé et a dit que les enfants assistaient à un programme familial avec elle. Elle ne les a pas laissés chez moi parce que personne d'autre n'était disponible. Elle les a laissés parce que les confier à leur père aurait mis au jour son mensonge. Brooke est revenue à Providence 2 jours plus tard et a dit à Angela qu'elle avait fait une crise de panique lorsqu'on lui a montré les vidéos et les messages. Elle a changé d'histoire et m'a accusé de l'avoir induite en erreur. Plus elle parlait, plus les contradictions apparaissaient. Angela l'a informé que les enfants resteraient sous surveillance temporaire. Brooke m'a appelé depuis le téléphone de ma mère ce soir-là. Ses premiers mots ont été « Comprends-tu ce que tu m'as fait ? Je comprends ce que tu as fait quand tu pensais que je repasserais derrière toi pour tout nettoyer. » Elle a baissé la voix. « Viens à la maison et dis-leur que c'était un malentendu. Tu peux arranger ça. » Cette demande a révélé la façon dont elle m'avait toujours considéré. Je n'étais pas sa sœur. J'étais la personne désignée pour absorber l'impact de ses décisions. Non, ai-je dit. Cette fois, la vérité reste visible.
Brooke a passé les 2 jours suivants à réécrire l'histoire en ligne. Elle a prétendu qu'une parente jalouse avait exploité un problème mineur de garde d'enfants pendant qu'elle traversait une crise de santé mentale. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais tout le monde savait que j'étais parti en Islande. Des membres de la famille m'ont envoyé des messages pour me demander pourquoi je refusais d'aider une mère célibataire en difficulté. Un cousin a écrit: les vacances peuvent être reportées. Les enfants se souviennent de l'abandon pour toujours. Je n'ai pas répondu publiquement. Tessa m'a rappelé que les réactions émotionnelles ne feraient que donner plus de matière à Brooke. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé chaque publication et envoyé tout ce qui était pertinent à Angela. Le silence de ma part a frustré Brooke. Elle a commencé à publier des messages sur les femmes obsédées par leur carrière, sans enfants. Et sur le danger de choisir l'indépendance plutôt que la compassion. Ma mère a partagé l'une de ces publications. Pendant des années, j'ai cru que mes parents étaient simplement dépassés par Brooke. Mais la distance m'a aidé à voir qu'ils maintenaient activement ce système parce qu'ils protégeaient leur image. Brooke créait le chaos. Mes parents le rebaptisaient épreuve et je réparais les dégâts. Refuser mon rôle menaçait tous les trois. Le 3e matin, Tessa et moi avons roulé le long de la côte sud de l'Islande. Pendant plusieurs heures, je me suis autorisé à vivre la vie pour laquelle j'avais travaillé. Se tenir sous une cascade ne résolvait pas les problèmes de ma famille. Mais cela me rappelait que ma vie existait au-delà d'eux. Pendant le déjeuner, Marcus m'a envoyé des captures d'écran d'un ancien groupe de discussion dans lequel Brooke l'avait inclus par erreur. Un message disait: Megan envoie toujours de l'argent dès que je mentionne les enfants. Elle a le réflexe de culpabilité. Un autre disait: j'ai juste besoin d'assez d'argent pour couvrir la compte de l'hôtel avant que Gavin ne remarque que ma carte est au plafond. La date correspondait à la semaine où elle avait prétendu que Sophie avait besoin de soins dentaires d'urgence. Brooke avait étudié mon inquiétude pour les enfants et l'avait transformé en système de paiement. Marcus a envoyé un autre message où Brooke se plaignait que je gaspillais des milliers de dollars pour des rochers gelés et écrivait que laisser les enfants chez moi me ferait passer cette phase d'indépendance. Une amie a demandé: et si elle monte vraiment dans l'avion? Brooke a répondu: maman la fera revenir. L'appel de ma mère. La leçon de mon père et l'arrivée de Brooke chez moi avaient été une pression coordonnée. Il s'attendait à ce que ma culpabilité résolve tout avant que quiconque n'examine le danger. J'ai envoyé les messages à Angela. Comme il prouvait que Brooke savait que je voyageais. Le plan de sécurité temporaire est resté en place. Puis une ancienne collègue nommée Kendra Walsh m'a contacté. Elle avait aidé à organiser la collecte de fonds pour les vêtements d'hiver et a dit que Brooke avait fait pression sur le personnel junior pour qu'il approuve rapidement les paiements. Lorsque l'argent a disparu, Brooke a rejeté la faute sur Kendra pour des erreurs de comptabilité. Kendra avait des emails montrant que Brooke avait personnellement modifié les détails du paiement. Ainsi que des photos d'une fête privée à Newport où Brooke et Gavin faisaient la fête le jour même. Où l'argent a été retiré. Brooke avait construit sa défense en redistribuant la faute sur les personnes qui lui faisaient confiance. Kendra possédait également un formulaire désignant ma mère comme garante financière pour un compte fournisseur d'une valeur de près de 7 000 $. Diane l'avait signé 2 semaines après le licenciement de Brooke. Quand j'ai confronté ma mère, elle a nié jusqu'à ce que je lui décrive le document. Elle a alors admis que Brooke lui avait promis qu'une prime de promotion rembourserait tout. Il n'y avait ni promotion ni prime. Ton père ne doit pas le savoir, a-t-elle chuchoté. Il va le savoir, ai-je dit. Tu as besoin d'un conseil juridique. Tu exposerais ta propre mère? Brooke t'a exposé quand elle a utilisé ta signature pour se protéger. La vérité a atteint mon père ce soir-là lorsque l'avocat du club les a contactés. Il a découvert que ma mère avait secrètement retiré de l'argent de leur compte d'épargne joint pour couvrir le loyer, les dettes et les frais d'avocat de Brooke. En 18 mois, mes parents lui avaient donné près de 24 000 $.
Leur mariage a explosé. Mon père a appelé et a exigé tous les documents que j'avais. J'ai refusé. Prenez votre propre avocat. Je ne gère pas ça pour vous. Il m'a traité d'ingrate. Je lui ai rappelé que la gratitude ne me demandait pas de devenir l'enquêtrice non payée de la famille. Le club a rapidement publié un communiqué officiel confirmant que Brooke n'y travaillait plus et que des divergences financières étaient en cours d'examen. Son histoire en ligne a commencé à s'effondrer. Gavin a disparu après que sa femme a engagé un avocat. Et le séjour luxueux pour lequel Brooke avait tout sacrifié a duré moins de 48 heures. Elle m'a appelé en pleurant. Tu dois dire aux gens d'arrêter. Je n'ai rien dit aux gens. Tu leur as envoyé des preuves. J'ai envoyé des preuves à la travailleuse sociale. Je vais perdre mes enfants. Alors arrête de publier. Arrête de mentir et coopère. Brooke m'a accusé de profiter de son effondrement. Je n'étais pas heureuse. J'étais furieuse et honteuse d'avoir ignoré ce comportement pendant si longtemps. Mais je n'avais plus besoin de son accord pour faire confiance à mon propre jugement. Je ne suis pas heureuse, ai-je dit. J'ai fini de te protéger des conséquences de tes actes. Le 5e jour du voyage. Mon voisin m'a dit que la police avait récupéré l'enveloppe que Brooke avait laissée sous mon paillasson. À l'intérieur se trouvaient des formulaires d'autorisation médicale temporaire pour Caleb et Sophie. Un emploi du temps manuscrit et $40. Les documents me désignaient comme leur tutrice, mais la signature en bas n'était pas la mienne. Brooke l'avait imité. L'emploi du temps montrait qu'elle s'attendait à ce que je garde les enfants pendant 4 nuits. Il comprenait des informations scolaires, des allergies et un rappel indiquant que Sophie avait besoin de son inhalateur. En bas, Brooke avait écrit. Maman peut t'aider dimanche après-midi si Megan commence à se plaindre. Cette phrase a levé tous les doutes restants. Elle savait que je n'avais pas donné mon accord. Elle s'était préparée à ma résistance, pas à mon consentement. L'officier a ajouté les documents falsifiés à l'enquête et a demandé des exemples de ma véritable signature. Je lui ai également donné les anciens dossiers de compte de service public que Brooke avait créés. En utilisant mon adresse. Ce que mon père avait balayé comme une erreur de jeunesse ressemblait désormais à un schéma bien plus vaste. Tessa m'a demandé si je voulais rentrer à la maison. Pour la première fois, j'y ai sérieusement réfléchi. Mais Angela a confirmé que les enfants étaient en sécurité et que Marcus achevait une procédure accélérée pour devenir leur tuteur principal temporaire. Il habitait à proximité. Disposait d'un logement adapté et exerçait régulièrement son droit de garde. C'était l'issue la plus responsable. Même si Brooke avait passé des années à le décrire comme peu fiable. Elle a rejeté le soutien qui exigeait des comptes pour chercher une aide qu'elle pouvait contrôler. Pendant un appel vidéo, Caleb m'a demandé si je savais qu'il venait chez moi. Non, ai-je dit. J'étais déjà en voyage. Rien de tout cela n'était de votre faute. Il a baissé les yeux et a dit que sa mère lui avait dit que j'avais promis d'ouvrir la porte. Sophie a demandé pourquoi je n'étais pas rentré après l'appel de la police. J'ai voulu promettre que je les sauverais toujours. Mais cette promesse aurait perpétué le même système malsain. Parce que des adultes de confiance étaient avec vous et que les personnes qui aident votre famille devaient comprendre ce qui s'est passé, ai-je expliqué. Je vous aime. Mais vous aimer ne veut pas dire faire comme si votre maman avait fait un choix sûr. Caleb a dit que grand-mère pensait que les familles pardonnaient les erreurs. Les familles peuvent pardonner, ai-je répondu. Elles disent aussi la vérité et veillent à ce que les erreurs dangereuses ne se répètent pas. Après l'appel, j'ai pleuré dans la voiture de location. Les limites n'enlevaient pas la peine. Elles empêchaient simplement la peine de contrôler chaque décision. Pendant les derniers jours de notre voyage, j'ai écrit un plan clair pour mon retour. Je ne donnerai pas d'argent directement à Brooke. Ne fournirai pas de garde d'enfants imprévus pour la nuit et ne lui donnerai pas accès à ma maison. Toute aide pour les enfants passerait par Marcus, leur école,
Un professionnel de santé ou un autre service vérifié. Si Brooke tentait à nouveau de les abandonner, j'appellerais les autorités au lieu de négocier. J'ai vérifié mes finances et j'ai découvert que l'argent que j'avais donné à Brooke au fil des ans dépassait le coût du voyage en Islande. J'avais traité mon rêve comme une extravagance nécessitant 3 ans de sacrifice, tout en traitant ces crises comme des dépenses automatiques. Mon père a appelé avant notre vol de retour. Sa colère s'était transformée en épuisement. Il a admis que Brooke avait menti sur plusieurs dettes et m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas prévenu. Je l'ai fait, ai-je dit. Tu m'as dit que les familles respectables réglaient leurs problèmes en privé. Il a gardé le silence. Je t'ai parlé du compte de service public, de l'argent et des gardes d'enfants imprévus. Chaque fois, tu as dit que je la jugeais. A-t-il finalement admis? Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne le peux pas. Ai-je répondu. Arrête de le cacher et laisse Brooke faire le travail. Avant d'embarquer, j'ai appris que Caleb et Sophie avaient été temporairement placés chez Marcus. Brooke conservait un droit de visite supervisé, mais ne pouvait pas les emmener ailleurs. Son dernier message disait « J'espère que l'Islande valait la peine de détruire ma vie ». J'ai répondu une fois. L'Islande n'a pas détruit ta vie. Elle m'a seulement empêché de cacher ce que tu as fait. Quand je suis rentré à Providence, ma maison de ville semblait ordinaire. À l'exception d'une bande de rubans de police sous la balustrade du perron. Je me suis tenu là où Caleb et Sophie avaient attendu et j'ai imaginé ce qui aurait pu se passer si mon voisin avait été absent ou si le temps avait été plus froid. À l'intérieur, la chambre d'amis était exactement comme je l'avais laissée. Ma famille l'appelait souvent « la chambre des enfants » parce qu'ils y restaient très fréquemment. Mais je ne l'avais jamais nommée ainsi. C'était ma chambre d'amis. Le langage avait progressivement converti une aide occasionnelle en une obligation permanente. Brooke est arrivé l'après-midi suivant sans prévenir. J'ai parlé à travers la caméra de sécurité au lieu d'ouvrir la porte. Nous devons parler comme des sœurs, a-t-elle dit. Nous pouvons parler ici. Elle m'a accusé de l'avoir humiliée. Le club avait transmis l'affaire des fonds manquants aux forces de l'ordre. Gavin l'avait bloqué. Son propriétaire lui avait envoyé un avis de loyer impayé. Ses paiements de voiture étaient en retard. Et plusieurs amis qui avaient donné pour la fausse collecte de fonds pour la thérapie ne lui parlaient plus. Marcus avait la garde temporaire et notre mère ne lui donnait plus d'argent parce que mon père avait séparé leurs comptes. Brooke décrivait chaque conséquence comme quelque chose qu'une autre personne lui avait fait. Elle n'a jamais mentionné la modification des informations de paiement, la falsification de ma signature ou l'abandon de ses enfants. Que veux-tu de moi? Ai-je demandé. Dis à la travailleuse sociale que je suis une bonne mère. Est-ce que les laisser dehors était un acte de bonne mère? Je pensais que tu reviendrais. Tu savais que j'étais dans l'avion. Je pensais que maman t'arrêterait. C'était ce qui s'en rapprochait le plus d'un aveu de son plan, et ma caméra l'a enregistré. J'ai expliqué mes limites, pas de prêt direct, pas de garde d'enfants imprévus. Pas d'accès à ma maison, pas d'utilisation de mon nom ou de ma signature. Et aucune aide en dehors d'arrangements documentés. Brooke a ri et a dit que je ressemblais à une entreprise. Parce que les promesses informelles sont ce que tu exploites. Elle a pleuré et a demandé si je m'en souciais qu'elle se retrouve à la rue. Je lui ai offert les coordonnées d'un conseiller en logement temporaire. Elle a repoussé le papier d'un geste brusque. Brooke ne voulait pas de ressources. Elle voulait que je supprime les conséquences de ses refus. Nos parents sont arrivés 10 minutes plus tard parce que Brooke les avait appelés. Ma mère m'a demandé de laisser Brooke rester dans ma chambre d'amis pour quelques nuits. Non. Ai-je répondu. Diane a eu l'air sous le choc. Elle n'a nulle part où aller. Elle a des options.
Elle peut contacter le conseiller, rester chez un ami ou entrer dans le programme de logement temporaire. Ce programme a des règles. S'est énervé Brooke. Exactement. Pour une fois, mon père ne m'a pas ordonné de m'exécuter. Il a dit à Brooke de contacter le conseiller. Ma mère l'a accusé d'abandonner leur fille. Nous avons payé. Menti et couvert ses actes. A-t-il dit. Regarde où cela nous a menés. Brooke a crié que tout le monde m'avait choisi. Puis a commis l'erreur qui a finalement brisé le déni de ma mère. Tu avais promis que Meghan annulerait. A-t-elle crié. Tu as dit qu'elle cédait toujours. Ma mère l'a regardé, hébétée. Tu m'as dit que les enfants étaient avec une babysitter ce matin-là. Jusque-là. Diane croyait que Brooke avait agi sous le coup de l'impulsion après l'effondrement de la garde des enfants. Brooke lui avait menti à elle aussi. Tu t'es servi de nous, a chuchoté ma mère. Brooke a rejeté la faute sur la panique et a dit que Gavin menaçait de partir sans elle. Mon père a demandé si toute cette urgence avait été créée pour un week-end avec un homme marié. Brooke s'est éloigné et a passé la nuit dans un motel payé avec le dernier montant que ma mère a accepté de lui donner. Le lendemain matin, elle est entrée dans un programme de logement temporaire nécessitant des demandes d'emploi, des conseils financiers et des réunions de suivi. Au cours des 3 mois suivants, Brooke a accepté un accord de remboursement avec le club de loisirs et a fait face à des procédures judiciaires pour fraude. La fausse collecte de fonds a été fermée et les donateurs ont été remboursés dans la mesure du possible. Le plan de protection de l'enfance exigeait des cours de soutien à la parentalité, une évaluation psychologique, un suivi thérapeutique, un logement stable et un emploi vérifié avant qu'elle ne puisse récupérer la garde non supervisée. Marcus est resté le tuteur principal des enfants. Au début, Brooke traitait chaque exigence comme une insulte. Après avoir manqué un rendez-vous et être arrivé en retard à des visites, elle a été avertie que le non-respect des règles retarderait la réunification. Elle a finalement commencé à y assister de manière constante et à trouver un travail à temps partiel dans la gestion des stocks d'un entrepôt. C'était moins prestigieux que son ancien travail, mais chaque transaction était documentée. Mes parents ont également payé le prix. Mon père a repoussé sa retraite pour reconstruire leurs économies, tandis que ma mère a commencé une thérapie après avoir reconnu à quel point elle confondait souvent sauver Brooke et l'aimer. J'ai refusé d'être la médiatrice de leur mariage. J'ai continué à voir Caleb et Sophie par l'intermédiaire de Marcus et j'ai payé directement les prestataires pour les cours et les activités scolaires. 3 mois après l'incident du perron, Brooke a admis Ted lors d'une réunion supervisée. Je les ai laissés parce que je pensais que tu arrangerais ça. Je savais que tu voyageais. Mais je croyais que maman et papa pourraient te forcer à revenir. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Mais c'était enfin la vérité. J'espère que tu comprends pourquoi je ne serai plus cette personne. Ai-je dit. Elle a hoché la tête. Qu'elle comprenne vraiment importait moins que le fait que son comportement change. 6 mois après l'Islande, je suis retourné au théâtre historique que mon équipe avait restauré. Le bâtiment avait été autrefois destiné à la démolition, mais nous avions stabilisé le toit, retiré les matériaux endommagés et reconstruit ce qui pouvait l'être. Pendant la représentation de réouverture, je me tenais au balcon et je pensais à la différence entre restauration et dissimulation. Une vraie restauration ne peint pas sur les fissures en qualifiant la structure de sûre. Elle expose les dégâts et reconstruit des soutiens appropriés. Ma famille avait passé des années à peindre sur les fissures. Brooke a fini par emménager dans un petit appartement près de chez Marcus. Après avoir suivi les programmes requis et maintenu son emploi, elle est passée de visites supervisées à des visites plus longues en journée. Elle a vendu des accessoires coûteux, a rendu son SUV en leasing et a utilisé une grande partie de ses revenus pour rembourser ses dettes. Sa vie est devenue plus simple, moins brillante et plus honnête.
Elle n'a pas tout perdu, et elle ne le devait pas non plus. Le but n'était pas d'effacer sa vie, mais de l'empêcher de faire porter le coût de chaque décision aux autres. Pendant des années, elle a évité d'évoluer parce que quelqu'un payait toujours la facture. Gardait les enfants, gardait le secret ou acceptait le blâme. Une fois ses protections disparues, elle a dû développer des compétences que la sympathie n'aurait jamais pu lui donner. Notre relation est restée limitée. Brooke a parfois testé mes limites. Une fois, elle a demandé $300 pour une facture d'électricité en retard. J'ai proposé d'examiner la facture et de payer directement le fournisseur si les enfants restaient avec elle. Elle a retiré sa demande. Une autre fois, elle m'a demandé de garder les enfants pour un week-end, mais a refusé de fournir des détails sur le programme de formation auquel elle prétendait assister. J'ai refusé. Marcus a découvert plus tard qu'il n'y avait pas de programme. Ces moments m'ont appris que le changement est rarement une prise de conscience soudaine et spectaculaire. Les personnes qui profitent de limites faibles continuent de chercher des ouvertures. Une limite ne devient significative que lorsqu'elle survit à la culpabilité, aux larmes, aux accusations et aux améliorations temporaires. Mon père a fini par s'excuser de m'avoir blâmé. Il a admis qu'il utilisait l'expression « la famille passe avant tout » pour mettre fin aux conversations difficiles au lieu d'examiner si la famille agissait équitablement. Ma mère a dit qu'elle craignait que tenir Brooke pour responsable ne l'éloigne. Je lui ai dit que protéger Brooke m'avait éloigné, moi, à la place. Nous avons commencé à nous voir occasionnellement pour le petit déjeuner sans discuter des urgences de Brooke. Lorsque ma mère tentait de m'entraîner dans la résolution de l'une d'elles, je l'arrêtais. Avec le temps, elle a appris à demander à Brooke « Qu'est-ce que tu vas faire pour régler ça ?» Cette question était plus utile que n'importe quel chèque qu'elle avait signé. Caleb et Sophie s'habituèrent à vivre principalement avec Marcus. Ils suivirent une thérapie et cessèrent lentement de craindre que chaque départ d'un adulte soit définitif. Caleb m'a dit un jour qu'il avait continué à frapper à la porte parce que sa mère avait dit que je finirais par ouvrir. Je m'excusais qu'il ait été placé dans cette situation. Mais je ne m'excusais pas d'avoir fait ce voyage. Ces deux vérités pouvaient coexister. Je regrettais sa peur. Mais je ne regrettais pas d'avoir refusé de récompenser le choix qu'il avait causé. 1 an plus tard, j'ai placé une photo d'Islande dans mon couloir. On y voyait Tessa et moi debout près d'une plage de sable noir. Nos vestes bien fermées contre le vent. Ce n'était pas la preuve que j'avais choisi des vacances au détriment des enfants. C'était la preuve que j'avais cessé de laisser des urgences fabriquer de toutes pièces contrôler ma vie. Ce voyage représentait également toutes les promesses ordinaires que j'avais rompues envers moi-même. J'avais annulé des rendez-vous, abandonné des loisirs et retardé des opportunités parce que ma famille traitait ma disponibilité comme un bien commun. Monter dans cet avion ne m'a pas rendu égoïste. C'était la première fois que je reconnaissais que mon avenir méritait aussi d'être protégé. La leçon n'était pas qu'il faut abandonner sa famille lorsque la vie devient difficile. Les familles saines s'entraident lors des urgences réelles. Elles apportent des repas après une chirurgie, récupèrent les enfants lorsque les plans s'effondrent et offrent de l'argent lorsque les circonstances dépassent le contrôle de quelqu'un. Mais l'aide devient néfaste lorsqu'elle protège à répétition un adulte capable des conséquences prévisibles de ses actes. La compassion sans limite peut financer la malhonnêteté, renforcer la dépendance et mettre des innocents en danger. Le véritable amour pose des questions difficiles. Cette aide résout-elle un problème temporaire ou entretient-elle un schéma permanent? La personne qui demande de l'aide est-elle honnête? Les enfants sont-ils protégés ou utilisés comme moyen de pression émotionnelle? Le soutien encourage-t-il la responsabilité ou permet-il à quelqu'un de l'éviter? Pourquoi s'attend-on toujours à ce que la même personne se sacrifie? Certains des enseignements les plus précieux viennent de la compréhension de la manipulation, des abus financiers et de la manière dont la culpabilité peut prendre le dessus sur le jugement. L'éducation émotionnelle nous apprend que dire non n'est pas un abandon. L'éducation financière nous apprend à vérifier les demandes
Documenter les prêts et protéger notre identité. L'éducation aux relations saines nous apprend que la confiance exige de la responsabilité. Je n'ai pas dénoncé Brooke parce que je voulais me venger. J'ai cessé de la protéger parce que le secret était devenu dangereux. Les conséquences découlaient de choix qu'elle avait elle-même faits, abandonner ses enfants. Imiter ma signature, détourner des dons. Tromper son employeur et mentir à tous ceux qui essayaient de l'aider. Mon refus a simplement empêché que ces conséquences ne soient redirigées vers moi. Si j'avais annulé le voyage, j'aurais probablement ouvert la porte. Fait entrer les enfants et cru à une autre histoire de conférence. Brooke serait revenu des jours plus tard avec des excuses. Mes parents m'auraient félicité d'être serviable. Et l'argent manquant serait peut-être resté caché jusqu'à ce qu'une autre crise survienne. Maintenir la paix n'aurait pas protégé la famille. Cela aurait préservé le système qui la mettait en danger. Aujourd'hui, j'aime toujours ma sœur, mais cet amour ne lui donne plus accès à ma maison, à mon compte bancaire ou à mon emploi du temps. J'aime mes parents. Mais je n'accepte plus la responsabilité de maintenir l'image qu'ils veulent renvoyer aux autres. J'aime assez Caleb et Sophie pour soutenir les structures qui les maintiennent en sécurité. Même lorsque ces structures mettent les adultes mal à l'aise. Plus important encore. J'ai appris à traiter ma propre vie comme quelque chose qui mérite qu'on en prenne soin. 3 ans d'économie m'ont acheté un vol pour l'Islande. Dire non m'a offert quelque chose de plus précieux. La certitude que je pouvais survivre à la déception de ma famille sans renoncer à mon avenir. Quand quelqu'un dit que la famille doit toujours passer avant tout, demandez-lui ce qu'il entend par là. Veut-il dire soin mutuel, honnêteté et responsabilité partagée? Ou veut-il dire qu'une personne fiable doit toujours passer en dernier? L'amour familial ne devrait jamais exiger qu'une personne s'efface pour que tous les autres puissent. Évitez de changer. Parfois, la décision la plus aimante est de prendre du recul. De laisser la vérité visible et de permettre aux conséquences d'enseigner la leçon que le sauvetage n'a jamais pu transmettre. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage émotionnel, du début à la fin. Tout dans cette vidéo est fictif et destiné uniquement au divertissement, à la réflexion et au récit éducatif. Nous espérons que cela vous rappelle que lorsque les gens traitent votre loyauté comme une chose acquise, votre décision de prendre du recul peut devenir le moment où ils comprennent enfin ce qu'ils ont négligé. Mais d'ici là, votre paix aura peut-être déjà plus d'importance que le regret.